Salut à tous, me voici de retour et on va passer la deuxième. Enfin si vous me suivez toujours, enfin si ça vous intéresse toujours. Bon allez, c'est parti. Quand j'avais 19 ans, comme tous les teubés de cet âge, j'habitais en province puisqu'à Paname les plaisirs de la nuit sont réservés à ceux qui ont de la fraîche. Bref, quand j'avais 19 ans, j'étais sorti avec un pote et on avait serré deux meufs, deux cousines. La mienne, elle s'appelait Alexia. Elle était pas mal, ouais, vraiment pas mal. J'avais pas encore les sens aiguisés comme aujourd'hui, mais mon sens d'araignée avait déjà détecté un taux élevé de puterie en elle. Une fois chez mon pote, le gars, lui, il part direct avec l'autre meuf faire du karaté dans sa chambre. Trop vif. Non, lui, il rigolait pas. Et moi, de mon côté, je voulais me la raconter gentleman, vous savez, du genre Bonjour madame, voulez-vous que je vous montre ma bite? Bon, j'ai réussi à m'en tirer avec des smacks et des pelles. Pas de visite des grottes de Lascaux, alors que mon pote, il est venu me raconter après que c'était nul avec la meuf parce qu'elle était trop étroite. Gars, j'avais la rage. Quoi qu'il en soit, Alexia m'avait donné son numéro de téléphone. Et je me disais, ce n'est que partie remise. Bref, un SMS, deux SMS, trois SMS, quatre SMS, un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines. Tout le temps s'écoule, toujours pas de réponse. Je suis perdu dans l'espace. Je reste sur la béquille et avec des questions plein à la tête. Je me rejoue le film dans la tête et j'arrive à la seule conclusion évidente. Bordel de merde. Je me suis pris un vent, un jet. J'ai fait un putain d'airball. Franchement, j'aurais dû aller droit au but comme l'OM. Et là, bordel, j'avais la rage. Mais entre ça et les râteaux que je collectionnais déjà depuis l'âge de 15 ans, fallait passer à autre chose et aller à la conquête du cul suivant. Gars, c'était une question de survie. Pour ceux qui sont passés par là, vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle se faire ghoster. Ces derniers temps, j'entends pas mal de monde autour de moi qui me parle que de ça. Et pour leur remonter le moral, je leur raconte ce qui arrivait à Johnny. Ouais, notre jeu national, Johnny Hallyday, alias l'idole des jeunes, né dans les années 50 du moins. Alors qu'il était bébé, son père avait dit à sa mère qu'il allait chercher des clopes. Disons qu'il s'est perdu en chemin, quoi. Conséquence de cela, le pauvre Jean-Philippe, c'est son vrai nom, a grandi sans père et était régulièrement traité de bâtard, de fils de boche et de fils de divorcé par les autres enfants. Ah, la bonne vieille époque. L'époque où le fait de divorcer n'était pas célébré comme un baptême. Ça, c'était bien ça. Donc, mesdames, rassurez-vous. Le ghosting, ça n'a pas commencé avec vos déboires girly sur mademoiselle.com ou Marie-Claire. En fait, ça date depuis toujours. Mais depuis qu'on l'a nommé avec un nom anglophone de surcroît pour mieux vendre le concept, les gens ne que ce mot collé aux babines. Bon, ça vient du mot ghost, fantôme en anglais, pour ceux, voilà, quoi, l'anglais, c'est pas trop leur truc. En fait, il s'agit d'une méthode de rupture consistant à disparaître purement et simplement après avoir fréquenté quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, une personne. En somme, le ghoster fait le mort du jour au lendemain, sans aucune explication, et ce, malgré les messages et autres sollicitations de la personne ghostée, donc les Mary J. Blige de la dopérette. Sachez qu'on a tous ghosté quelqu'un, que ce soit sur le plan amoureux, amical, familial ou encore professionnel. Je dirais même, et là c'est mon avis, qu'on alterne entre ghoster et ghosté. Une étude de 2019 rapporte que les relations aboutissant à un ghosting durent 6 mois en moyenne, ce qui indique que le phénomène ne concerne pas uniquement les relations brèves genre coup d'un soir, vous voyez, genre, hein? On les connaît les gars qui font ça là, les ninjas, les guerriers de la nuit, bref. Une autre étude révèle que le ghosting serait plus un acte masculin, car en France, 24% des femmes interrogées déclaraient l'avoir subi contre uniquement 16% des hommes. Perso, j'aimerais quand même tempérer cette étude, car je dirais c'est plus une question d'âge. C'est-à-dire qu'entre 16 et 30 ans, c'est plutôt les mecs qui se font ghoster. Mais vu qu'on est habitué à gérer le rejet, et que pour beaucoup de meufs, les mecs sont dépourvus d'émotions, sauf quand ça s'adresse à elles, évidemment, ça va de soi, on se dit, c'est le jeu, c'est le game mon gars, c'est comme ça, faut faire avec. Les meufs, elles commencent à rencontrer Fantomas à partir de 30-35 ans, quand elles ont percuté le mur de plein fouet. Et le rejet, ça, elles connaissent pas, et elles le gèrent encore moins. Et c'est d'autant plus incompréhensible si le gars leur a claqué un dunk digne du All-Star Game tout en leur roucoulant du R. Kelly au creux de l'oreille. Mais j'avoue, depuis l'importance prise par les réseaux sociaux et les applications de rencontres sur la vie réelle, le ghosting s'est clairement banalisé grâce à l'anonymat numérique et l'isolement social. Et la violence ressentie est accentuée par le fait qu'on dispose de moyens de communication permettant de contacter une personne où qu'elle se trouve à travers le monde. Rupture 2.0 quoi. On les a tous vus, ces témoignages de meufs sur Instagram ou TikTok qui se sont fait charcler par un gadjo qui a fait une disparition ninja et qui continue de vivre sa petite vie pépère sur les réseaux sociaux au calme. Alors que t'as l'autre conne qui l'espionne avec la rage au ventre et les larmes aux yeux. Force est de constater que l'absence de réponse, le manque de considération face à la détresse de l'autre est un signe évident de lâcheté. Perso, je l'ai fait par le passé et j'en suis pas vraiment fier. J'aime pas ce genre de monde en fait. Ouais, j'aime pas ça. Car c'est pas très respectueux et je vois ça comme une espèce de non-rupture.
Elle était là, de temps en temps, à des soirées, avec des potes. Des fois, elle était dans des bars, ça se croisait et tout. T'es dans une optique de pécho un peu ou... Je suis jamais dans un objectif de pécho, en fait. Je me considère pas comme quelqu'un qui s'est dragué, en fait. Faut que tu pictures le truc. J'étais sous, extrêmement sous, et visiblement elle aussi. Dans une espèce de fumoir de boîte de nuit, c'était une discussion de gens sous. Mais toi tu lui plais, ça se voit, vous êtes célibataires tous les deux. C'est ballot, mais je crois qu'on a dû se regarder puis on a dû s'embrasser de manière naturelle. On se revoit et puis quasiment même typique soirée, chacun de son côté, et puis finalement on se pécho. Et du coup je pense qu'elle se plaisait bien avec moi, elle se sentait à l'aise en fait. Ça s'est détérioré de manière presque naturelle et j'essayais d'avoir des gestes envers elle en public, l'approcher vers moi et juste l'embrasser sur la tempe, un truc comme ça, quelque chose de furtif. Il y a presque un malaise qui naissait jusqu'au jour où j'ai plus du tout eu de nouvelles de ça. Ouais, vraiment. Je crois qu'elle était venue à un moment chez moi. Elle me dit « je vais partir une semaine en vacances ». Ouais, comme tu veux. Et de là, plus de nouvelles. Et t'as essayé de la recontacter? Je lui ai envoyé un message, je lui avais dit passe de bonnes vacances et pas de nouvelles. Pas de nouvelles, j'ai dû renvoyer un message sans être lourd une semaine après. Et puis voilà. Ouais, il n'était pas plus intéressant que ça en fait. Donc j'ai préféré le nexter. Je lui avais envoyé un message en lui disant oui, je dois partir, je reviens dans une semaine. Et en fait, non, c'était pas vrai, quoi. C'était pour qu'il lâche l'affaire et il m'a appelé, il m'a envoyé des messages et au bout d'un moment, il a lâché l'affaire. Quand je lui lis ces messages, je me dis putain, ouais, il est à fond, quoi. Mais ça fait que quelques semaines et encore, donc c'est bon, quoi, il va s'en remettre. C'est peut-être méchant de ma part, mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Puis je me dis, c'est un mec, ça va. Les meufs, en général, on a plus de mal à s'en remettre. Mais les mecs sont plus fiers, je sais pas, à s'en remettre. Moi, j'avais pas envie en fait, de me justifier ou de... C'est égoïste, mais bon, ouais, je m'en foutais en fait. Ouais, je m'en foutais. Et je m'en fous. Oui, tu t'en fous toujours, c'est tout. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu regrettes? Très bonne question. Non. Non. Avec Thomas, on s'est rencontrés en boîte. J'étais allée avec des copines. Bon, on s'est rencontrés là-bas, on a échangé 2-3 verres, 2-3 bisous. Le lendemain, il est venu me voir. Je pensais pas du tout qu'il allait venir me voir en plus. Bon, on a couché ensemble. On se voyait le week-end, parce qu'il habitait sur Paris, et moi sur Toulouse. Et lui et moi, c'était... Non, ça avait bien accroché, on s'entendait très bien, on parlait beaucoup. Donc toi, tu voyais potentiellement une histoire véritablement sérieuse? Ouais. Ah ouais, franchement, ouais. Ouais, mais il avait tout pour me plaire, en plus. Du jour au lendemain, plus de nouvelles. Genre, je l'appelais, ça tombait sur messagerie. Je lui envoyais des messages, ça faisait échec de l'envoi. On s'est même venu à appeler son frère. Son frère me disait qu'il avait fait tomber son téléphone dans les toilettes et que... Enfin, je sais pas, il me raconte des conneries. Et j'attendais. J'ai jamais pu de nouvelles. Aujourd'hui, je suis à un âge où je peux me permettre de dire ou de faire comprendre à quiconque qu'il peut aller se faire empapaouter par 3 videurs zaïrois, sans problème. Et j'aime trop la sauvagerie pour refuser de sauter sur une occasion de la faire goûter à autrui. Non seulement c'est une rupture 2.0, mais c'est aussi à mes yeux une rupture Walking Dead. Parce que tu vois bien que c'est mort. Mais il y a un côté malsain, un côté pervers. Car il arrive souvent que le ghoster réapparaisse et te fasse la discute. Comme si vous aviez tapé la soirée la veille ensemble. Au calme, normal. Et c'est souvent quand il est en chien ou quand il a vu que t'as pris du calibre. Le ton est suave. La sympathie est surfaite. Les emojis sont dans les messages. C'est un ectoplasme qui est devenu aussi bavard qu'amnésique. Bordel. Et au bout d'un an, il m'a recontacté. Donc moi, sur le coup, j'étais très énervée. J'étais énervée, triste, il y avait tout, quoi.
Mais il a dû sortir 2-3 excuses et puis voilà, bon, je suis retombée. Ah oui, c'est ça qu'il m'avait dit. Quand j'ai vu que t'étais prête à monter sur Paris pour venir me voir, là, je me suis dit que t'étais la bonne. Donc, je suis revenue sur Toulouse le dimanche. Et puis pareil, rebelote. Il m'a plus répondu, il m'a plus... Mais alors là... Gage de réussite, ma jolie. Ouais, on l'avait pas vu venir celle-là, tiens. Grosse surprise de ouf, waouh. Comme on dit, si tu m'as une fois, honte à toi. Si tu m'as 2 fois, honte à moi. La meuf a voulu vivre le grand 8 sentimental et elle a fini le nez dans le gazon avec le cul fumant. Cependant, dans certains cas, le ghosting peut être salvateur. Prenez par exemple les personnes qui se retrouvent dans des relations difficiles, voire toxiques, mais qui ont la volonté de rompre avec la source de leurs problèmes afin de passer à autre chose. Peut-on leur en vouloir à cela ? Peut-on leur en vouloir de choisir la fuite au lieu d'une confrontation qui se conclurait par un retour à la case départ, voire pire ? Hein ? Mais attention, ce genre de cas est clairement minoritaire. La grande majorité des ghosteurs ou des ghosteuses sont juste des lâches qui non seulement ont peur d'une confrontation pouvant donner aux autres des raisons de les dégager, mais aussi qui fuient leurs responsabilités et la souffrance qu'ils génèrent chez les autres. Coupables, mais pas responsables comme on dit dans le milieu. Les raisons d'un tel comportement, diverses et variées. Refus de l'engagement, angoisse de l'intimité, crainte de la perte d'identité, manque de confiance en soi ou de courage, mensonge sur soi-même, sur ses capacités, son comportement, sa personnalité, sa situation personnelle, professionnelle, voire conjugale. Et évidemment, mise en concurrence avec d'autres personnes. Conséquences chez l'autre, interrogation incessante, perte de confiance en soi et parfois dépression. Après, quelle que soit la motivation, le ghosting est un message qu'on ne peut pas ne pas comprendre. Ça veut dire bouge de là. C'est une doublette fatale, car non seulement on subit le rejet, mais aussi l'indifférence à travers le silence. Pour ma part, je pense qu'il faut juste accepter qu'on n'aura jamais de réponse et se dire que c'est peut-être pas si grave que ça, quoi. En bref, faut savoir faire son deuil, rester en adéquation avec ses valeurs et pas se venger sur la personne qui viendra après. Je crois que ça a dû s'arrêter net, quoi. Donc il y avait comme une sorte d'inachevé, en fait, cette espèce de pièce manquante du puzzle que tu essaies de trouver un peu partout. Parce qu'il y a l'ego qui en prend un coup quand même. Hein. T'as pas de réponse pendant 2 semaines. Ouais, tu te poses des questions, tu te dis mais qu'est-ce qui va pas, j'ai rien fait, il me semble pas que j'ai été déplacé, lourd. Tu ressasses ça pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines après le moment de la rupture fantôme, entre guillemets. Ces intentions qui étaient au début une sorte de brouillard un peu entre vous, ça finit par s'estomper et du coup tu te dis oui, ok, je veux dire si c'est ce qu'elle veut, c'est pas grave. C'était compliqué d'avoir de la rancœur envers cette personne-là, dans la mesure où il n'y a aucun contrat qui a été signé et où, de toute façon, ça allait durer le temps que ça allait durer, en fait. Quand c'est une relation qui a duré 3 semaines à 1 mois, on laisse beaucoup plus facilement couler. Et aujourd'hui, je pense que ça ne m'étonnerait pas que ça soit l'option la plus prônée par notre génération, les millennials. Et là, si tu le recroisais, du coup, tu lui dirais quoi ? Je lui crache dessus déjà. Parce que la première fois, il s'est expliqué, je lui ai laissé une chance. Je sais pas. En gros, je me suis dit, le prochain mec avec qui je vais me poser, entre guillemets, il va galérer. Je vais le faire... Ouais, je vais le faire bouffer le sol. Ouais. Mais du coup, tu peux te venger, quoi. Il y a une forme de vengeance. Ben, malheureusement, ouais. Je me suis dit, la prochaine rencontre, tu t'attaches pas, quoi. Si ça va, tant mieux, si ça va pas, tu next. Et voilà. Je suis le premier peiné de voir des personnes comme ma sœur Doris ou des meufs comme Marie ou Teresa qui cherchent l'amour de manière sincère et qui finissent par se faire rouler dans la farine par des va-nu-pieds sans foi ni loi. Mais je suis aussi le premier outré quand je vois l'indifférence des femmes face à la perversité de leur petite sœur qui se joue des sentiments des jeunes hommes au cœur encore trop tendre. Car de la même manière qu'un queutard peut transformer une meuf bien en chouin, ou qu'une chouin peut transformer un mec bien en queutard, une personne ghostée peut à son tour devenir un ghoster suite à ce qu'elle a subi. Personne ne veut passer pour le dindon de la farce, les gars. Personne. Et c'est normal. Malheureusement, dans une société où l'on regarde autrui comme un bien consommable et jetable, dans une société où même Hitler aurait l'audace de revendiquer le statut de victime ou d'incompris, dans une société où la plupart des gens sont dotés d'une hypersensibilité par rapport à leur propre souffrance, mais totalement indifférents par rapport à celle d'autrui, le ghosting est appelé à devenir la norme, ce qui en dit long sur la direction que prend l'humanité. Et le plus drôle dans tout ça,
c'est que tout le monde s'en plaint, mais tout le monde y va de sa contribution à Stade Bouse. Coupable, mais pas responsable, comme on dit dans le milieu. Et surtout humain avant toute chose. Le ghosting, en fait, c'est qu'un symbole factuel de la réalité dans laquelle nous vivons. Pas celle des réseaux sociaux, des vœux pieux ou des promesses politiques à 2 balles. En fait, nous ne sommes que de solitaires anonymes évoluant dans un monde devenu froid et totalement indifférent. Mais où le bonheur, notamment à travers la jouissance, a été institué comme une valeur cardinale. En fait, le ghosting nous rappelle que ce bonheur n'est pas un droit, mais plutôt une récompense précaire, un éventuel retour sur investissement, une option facultative qui dépend du bon vouloir de l'autre. En somme, quelque chose qui se mérite, mais qui viendra peut-être pas. Pour reprendre un poète dont j'apprécie la pertinence, en l'occurrence Khalil Gibran, le désir est la moitié de la vie, l'indifférence est la moitié de la mort. Le ghosting illustre bien cette opposition mortifère. Désir et indifférence. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Au revoir.